Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire du mesh morphing sur Niagara. Alors le mesh morphing c'est quoi? Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit en fait d'un effet qui consiste à faire apparaître des particules qui dans un premier temps vont reproduire la forme d'un mesh A, et ensuite nous allons les faire se déplacer jusqu'à reproduire la forme d'un mesh B. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans et je propose des tutos sur Unreal Engine que je tente de rendre le plus clair possible. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucun de mes prochains tutos. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, si vous voulez activer Niagara dans votre projet, il faut aller dans Edit, Plugins, et vous cherchez FX, et vous activez Niagara et Niagara Extras. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Niagara est encore en phase expérimentale, c'est pour ça qu'il faut activer ce plugin pour pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, il y a la preview 5 de la version 4.22 qui est sortie, et j'ai entendu dire que la 4.22, la version finale, devrait proposer une version de Niagara qui sera un peu plus stable, enfin qui peut commencer à être intégrée dans les productions, en production directement. Et apparemment la 4.23, d'après ce que j'ai entendu dire, va être une version qui devrait être quasi définitive. La V1 pardon de Niagara. Donc il se peut que dans la suite je ralentisse un petit peu les tutos en attendant qu'il y ait une version un peu plus stable qui sorte, parce que voilà, donc étant en phase expérimentale, Niagara propose encore quelques petits bugs. Ne vous inquiétez pas si le moteur plante lorsque vous êtes en train de travailler sur Niagara, c'est tout à fait normal, c'est pas encore super stable, mais bon, j'aime bien jouer avec les nouveaux plugins d'Unreal Engine, donc c'est pour ça que je vous propose ce genre de tuto. Alors, deuxième point aussi, en description, je vous mets un lien qui va vous permettre de télécharger une archive qui contient un ensemble de meshes que j'ai créé sur Blender et que je vais utiliser pour ce tuto. Donc si vous cliquez sur le lien, ça devrait vous envoyer sur mon site perso. Pour ceux qui ne le savent pas, sur mon site perso, je propose aussi des tutos écrits. J'essaye d'en rédiger un au moins une fois par mois, et promis, je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Donc voilà, ici je vais importer dans ce cas les nouveaux meshes. Alors je vais faire CTRL-SHIFT-N pour créer un nouveau dossier, je vais appeler ça Shapes. Et je vais venir y glisser l'ensemble des meshes qui se trouvent dans l'archive. Donc là, pas besoin de changer quoi que ce soit, sauf s'il vous demande les matériaux, mais a priori, c'est pas la peine. Vous cliquez sur Import All, et vous pouvez voir l'ensemble des meshes que je vous ai créés. C'est des meshes simples, hein, du genre un cube, un cône, un cylindre, une sphère, un plan, une autre sphère d'un autre type, une icosphère ici et une sphère normale ici. Suzanne, le petit modèle de Blender, pour ceux qui connaissent, le Teapot, pour l'informatique graphique, pour ceux qui connaissent encore une fois, et le Torus. Donc je sauvegarde tout ça, et on peut commencer à créer notre émetteur. Donc pour créer l'émetteur, je vais créer un nouveau dossier d'abord. Je vais appeler ce dossier Morphing. Je vais rentrer à l'intérieur, je fais un clic droit, FX, Niagara Emitter, et je vais choisir le Create an Empty Emitter. Je vais appeler cet émetteur NE_morphing. Et on va commencer à changer quelques paramètres. Alors, dans le cas de l'emitter properties, il n'y a rien à changer. Ici, je vais ajouter un emitter lifecycle qui va définir le cycle de vie de l'émetteur. Spawning, je vais choisir spawn burst instantaneous. C'est lui qui va définir combien de particules nous allons faire apparaître. Donc dans mon cas, on va dire pour l'instant 1000. Je pense que ça devrait suffire. Dans le emitter lifecycle, vous pouvez mettre le max loop count à 1 pour dire qu'on veut faire apparaître ces particules une seule fois. Et le next loop duration, on peut le laisser tel quel. Ensuite, dans le particle spawn, nous allons faire appel à une variable. Donc vous pouvez cliquer ici dans particles. Et vous choisissez particles.lifetime. Donc ça, c'est la durée de vie d'une particule. Combien de temps est-ce qu'elle apparaît à l'écran avant de disparaître? Vous allez glisser ça dans le particle spawn. Et on va initialiser la particule, le lifetime, à 0. Pourquoi 0? Parce qu'on veut que nos particules restent indéfiniment. Et elles vont faire que de se déplacer entre le mesh A et le mesh B. Ensuite, nous allons ajouter un particles.spriteSize pour définir la taille de nos particules, parce qu'on va utiliser des sprites.
on peut le glisser directement là sur le set variables. Et donc comme taille, on va changer la taille pour que ce soit plus facile. Vous venez ici et vous cherchez Dynamic Inputs et Vector 2D from float. Comme ça au moins on peut donner un seul nombre qui va être appliqué à la composante X et Y de la particule. Donc dans mon cas je vais mettre 10 pour commencer. Ensuite dans le render nous allons utiliser un Niagara Sprite Render. Et donc là vous allez voir un problème, c'est que nous n'avons pas de matériau pour notre particule. Elle apparaît ici, elle est là, mais nous allons chercher le matériau directement ici. Vous allez faire View Options, Show Engine Content, et ensuite View Options, Show Plugin Content. Voilà. Et donc là vous allez avoir tout un tas de dossiers qui vont apparaître. Vous allez dans Niagara Content, et vous cherchez Default Assets, et donc là vous avez un truc qui s'appelle Default Sprite Material. Donc je vais prendre ça, je vais glisser dans Morphing et je vais faire une copie. Voilà, on peut décocher Show Plugin et Show Engine et je retourne ici. Et donc là normalement on devrait voir apparaître le Default Sprite Material. Et c'est bon. Voilà, donc nous avons notre particule qui apparaît dans le monde. Et maintenant nous allons commencer par créer notre premier module. Pour créer du morphing, nous n'allons utiliser qu'un seul module. Il va être assez simple à mettre en place et nous allons le placer dans le particle spawn. C'est un module qui va nous permettre de faire du sampling de mèches, c'est-à-dire de récupérer des informations par rapport à des mèches que nous aurons données. Donc pour ce faire, nous allons créer notre module ici. Donc je vais agrandir ça pour que vous puissiez un peu mieux lire. Je fais un clic droit, FX et Niagara Module Script. Je vais appeler ça NMS underscore sample meshes et il va être placé dans le particle spawn. J'ouvre ça. Ici, comme ça, particle spawn, je peux décocher l'update et l'event. Je vais donner une catégorie, my Niagara gallery. Et donc là, nous pouvons commencer à coder tout ça. Alors, il va nous falloir en entrée du module, donc dans le namespace module, ici, vous allez choisir static mesh. Et vous allez appeler ça mesh A. Donc c'est une référence vers notre mesh A. Ensuite, nous allons faire une deuxième variable module.mesh B. Et vous allez glisser ça dans les entrées. Là et là. En sortie, nous avons besoin de deux variables. Cette fois-ci que nous allons stocker dans le particles namespace. Et je vais créer une variable de type vector que je vais appeler particles. Je vais ajouter un genre de sous-namespace morphing particles.morphing.position A. Position A. Je vais en créer un deuxième, et vous l'aurez deviné, cette deuxième variable va s'appeler position B. Donc je glisse ça là, et ça là. Donc là, je vais tirer du mesh A un random try chord, et d'ici, je vais tirer un get try position world space. Voilà. Ici, je branche ça là. Et là, on peut faire une copie. Et on va brancher ça ici. Et on va tirer ça là. Et ça là. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire sur ce module. Mais alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? En fait, ici, c'est assez simple. On donne en entrée, donc comme je vous l'ai dit plus tôt, un mesh A. Et ici, un mesh B. Et en fait, on va prendre à la surface du mesh, nous allons récupérer un triangle. Ok, un triangle de manière totalement aléatoire. Chaque particule va récupérer un triangle de manière totalement aléatoire. Et ensuite, sur le mesh A, nous allons récupérer ce triangle-là, le triangle que nous avons tiré plus tôt, et nous allons récupérer sa position dans le monde. C'est tout. Donc en fait,
chaque particule qui va apparaître dans le monde va se placer de manière aléatoire à la surface du mesh. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Donc je vais commenter ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et je vais appeler ça créer. Enfin, chaque particule se pose de manière aléatoire à la surface du mesh. J'espère que c'est compréhensible. Je compile, j'applique et je sauvegarde. Et dans le morphing, ici, je peux faire appel à mon nouveau module. Donc MyNiagara, galerie, sample meshes. Pour ces deux meshes là, je vais créer deux variables user. Je vais vous expliquer ensuite. C'est l'occasion pour moi dans ce tuto de vous expliquer la communication entre un blueprint et un système de particules. Donc vous allez créer dans le namespace user une variable de type static mesh. Vous allez appeler ça user.mesha. Et ensuite, static mesh user.meshb. Donc le mesh A, je vais le mettre dans le mesh A ici, et le mesh B dans le mesh B ici. Et donc maintenant que j'ai tout ça, on va commencer à dire à nos particules de se placer autour de ces deux meshs. Comment est-ce que nous allons faire ça? Même, je vais peut-être désactiver ici les deux meshs deux fois, je vais cliquer deux fois, histoire qu'on voit mieux ce qui se passe directement là. Donc je vais choisir Suzanne et le typote. Donc ici, il montre une petite erreur, il faut juste cliquer sur Fix Now. Voilà. Et donc pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas? C'est tout simplement parce que nous avons récupéré deux positions, mais nous n'avons pas donné de position à notre particule. Donc là, si je fais un clic ici et je choisis particles.position, oups, je me suis trompé, particles.position, et que je glisse ça dans le particle.update, je coche ici, je clique ici et je fais un local, voilà. Et donc là, je vais glisser par exemple le position A. Je compile, j'applique et je sauvegarde. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui apparaît? Bon, des fois c'est assez bizarre, hein, donc comme je vous expliquais, Niagara est encore en phase de développement, donc forcément il y a des soucis des fois. Je vais essayer de fermer et de réouvrir. Voilà, c'est bon. Donc là, on a notre Suzanne. Je vais réduire la taille de mes particules. Ici, je vais mettre ça à 2 peut-être, ou 5. Bon, allez, 3. Et donc, on a notre Suzanne ici. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour traverser, pour changer en fait d'un mesh à l'autre? C'est assez simple. Ici, je vais vous apprendre un nouveau truc. Vous allez cliquer sur la petite flèche jaune et vous allez choisir plutôt Dynamic Inputs et vous allez prendre un lerp vector. Donc dans le lerp, ici dans le particles.position, vous allez mettre dans le A la position A et dans le B la position B. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce que fait le lerp? Le lerp en fait va alterner entre A et B en fonction d'une valeur que nous allons rentrer dans alpha. Si je rentre 0, on a le mesh A. Si je rentre 1, on a le mesh B. Okay, donc je vais ajouter encore un peu plus de particules, histoire que ce soit plus visible. Je vais mettre bon, 10 000, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, si je mets 0, on a le mesh A. Si je mets 1, on a le mesh B. Et si je mets entre les deux, on a un mélange des deux. Ce lerp, nous allons utiliser aussi pour la couleur. Donc comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons cliquer ici, dans Particles. Vous allez choisir Color, particles.color. Vous allez glisser ça là. Et ça va être assez facile. Il suffit de cliquer ici, Dynamic Inputs, et choisir encore une fois lerp. Et donc là, vous choisissez deux couleurs. Donc moi, je vais mettre par exemple du bleu. Si vous voulez que ça brille, une petite astuce, donc là vous voyez que c'est pas très brillant. Si vous voulez que ça brille, il vous suffit de changer la valeur du V ici, de mettre genre 5 ou 10 peut-être, quelque chose comme ça.
et vous cliquez sur OK. On va aller du bleu vers le vert, tant qu'à faire. Voilà, ici, du vert comme ça. Je vais mettre à 10 aussi pour que ce soit brillant. Et donc là, pareil, si je mets 0, on est bleu. Si je mets 1, on est vert. Si je mets 0,5, on est entre les deux. Ok. Donc là, ici, vous pouvez voir par exemple, donc je mets 0, ça va ensuite glisser tranquillement sur 0,5 et puis sur 1. Et pareil pour la couleur, ça va être à 0 qui va glisser ensuite sur 0,5 et 1. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à créer le blueprint qui va nous permettre de changer ce lerp de manière dynamique. Et pour ce faire, nous allons commencer par créer donc des variables. Ici, je vais recréer mes deux variables user static mesh. Donc je vais appeler ça mesh A. Je vais glisser le mesh A ici. Et je vais créer une autre variable static mesh. Mesh B. Je vais glisser ça dans le mesh B, ici. Et voilà. Donc si vous ne les voyez plus, c'est normal parce que de base, elles ne sont pas définies. Il faut les définir dans le blueprint que nous allons créer. Et il nous faut une troisième variable. Ici, vous cliquez toujours dans user, vous choisissez float, et on va appeler ça morphing lerp. Et cette variable, nous allons glisser ici et ici. Voilà, donc là, nous avons paramétré la couleur et les variables, et on va commencer à créer notre blueprint. Donc comme vous l'avez vu, l'émetteur était assez simple à créer. Il nous faut maintenant créer un blueprint qui va accueillir ce nouvel émetteur, donc ce nouveau système plutôt, parce que rappelez-vous que nous ne pouvons pas glisser d'émetteurs comme ça dans le monde, il faut créer un système. Donc c'est simple, je vais faire un clic là ici, clic droit, Create Niagara System, et je vais appeler ça ns_morphing. Je vais l'ouvrir et je vais compiler et sauvegarder. Vous pouvez voir ici qu'on peut changer directement les variables user, contrairement à l'émetteur. Donc je vais choisir par exemple ici encore une fois Suzanne directement. Et là, le typote. Voilà, et donc ça fonctionne. Donc le user morphlep, on peut mettre à 1, on peut mettre à 0, vous pouvez le voir, ça marche toujours. Donc il faut juste compiler et sauvegarder. Et donc là, je vais créer un nouveau blueprint. Je vais faire un clic droit, blueprint class, et ça va être une classe actor. Je vais appeler ça bp_morphing. Je vais ouvrir ça. Et donc là, dans le blueprint, je vais ajouter un nouveau component, Niagara Particle System. Donc ici, je vais glisser notre nouveau système. Voilà. Et si vous compilez et sauvegardez, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui apparaît ici. C'est le mesh A et B et le morphing lerp. Comment est-ce que nous allons faire changer ces valeurs-là? C'est simple. Vous allez venir ici, dans l'event begin play. On n'a pas besoin de ça. Et on va tirer ici notre Niagara. On va faire un... si je ne me trompe pas, il faut aller dans Niagara et on va choisir Niagara Variable, voilà, float. Et on va vouloir modifier en fait la valeur user.morphLerp. Alors est-ce que c'est bien comme ça que nous l'avons appelé morphing lerp. Morphing lerp. Et donc là, en changeant ça, on va pouvoir changer automatiquement les mèches. Donc je peux supprimer aussi le begin play parce qu'on va utiliser une timeline. Alors je vais appeler cette timeline lerp timeline. Je vais rentrer dedans. Voilà. Et je vais cliquer sur autoplay et loop. Et nous allons utiliser ici une curve qui va permettre de faire varier la valeur de notre lerp, histoire que les deux mèches changent de manière constante, en fait, de manière régulière. Donc je vais compiler, sauvegarder, et je vais aller dans le content, je vais créer une nouvelle courbe,
Donc c'est dans MISC curve. Je vais appeler ça, c'est une curve float. Je vais appeler ça C underscore morphing lerp. Je vais ouvrir. Et donc là, vous allez mettre la valeur. Donc n'oubliez pas qu'ici, on modifie la valeur de notre lerp. Il doit aller de 0 à 1. Et on veut que le temps soit normalisé. Donc on aille de 0 à 1 aussi. Donc on a un point en 0 qui va avoir la valeur 0. On va ajouter un point en 1 qui aura la valeur 0 aussi pour le moment. Et donc on veut répartir ça de manière régulière. Comment est-ce que nous allons faire? Donc on est en 0, donc on fait apparaître le mesh A. Ensuite on a besoin de faire une phase de transition qui va donner vers le mesh B. Le mesh B va rester ensuite pendant un petit moment sous sa forme actuelle et il va rechanger vers le mesh A. Donc on a besoin de scinder une seconde en 4, et une seconde en 4 c'est quoi en fait? Ça donne 0,25. Donc je rajoute un nouveau point, je vais mettre ça à 0,25 et je vais le laisser à 0 toujours. Ensuite nous avons besoin d'une phase de croissance qui va durer 0,25 secondes, donc on va tomber sur 0,5 à la fin et on va mettre une valeur de 1. Et enfin on va ajouter une valeur à 0,75 et on va toujours laisser ça à 1. Donc là, ce qui va se passer, c'est pendant 0,25 secondes, nous allons être au mesh A. Ensuite, pendant 0,25 secondes, nous allons transitionner tranquillement vers le mesh B. On va rester 0,25 secondes sur le mesh B et on redescend 0,25 secondes pour reboucler ici sur le mesh A. Et donc, chacun aura sa part égale de spawn. Si vous voulez que ça se passe de manière assez fluide, vous pouvez faire un clic droit ici et vous cliquez sur Auto. Et donc là, ça va adoucir un petit peu la courbe de croissance et faire pareil ici. Clic droit, auto. Donc là, je sauvegarde, je retourne dans mon blueprint, et ici, dans le timeline, je vais ajouter, je vais cliquer sur ça, Add Selected Curve Asset. Pourquoi? En fait, il faut que je choisisse, que je sélectionne ici la courbe, et là, je clique ici. Et donc là, on a notre jolie courbe qui apparaît. Pour ceux qui ne savent pas ce que fait une timeline, c'est en fait quelque chose qui va s'exécuter comme une sorte d'éventique et qui, tout au long de la lecture du temps, va appliquer ces valeurs-là, va suivre les valeurs de cette courbe et va les sortir directement ici, dans le morphing lerp. Donc il faut que je change un dernier truc ici. Comme vous pouvez le voir, ça dure 5 secondes. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut une durée d'1 seconde. Donc là, je compile, je sauvegarde et je retourne dans mon event graph. Donc dans l'event graph, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'update, vous allez brancher ça là. Et le morphing lerp, vous allez brancher ici. Donc là, je peux compiler et sauvegarder. Et on va essayer de glisser ça dans le monde. Vous allez voir qu'il y a un petit souci. Donc si je glisse le morphing là, on a le typote qui apparaît correctement. Je fais play. Et donc là, vous pouvez voir que ça change un peu trop vite. Un petit peu trop vite. Alors comment est-ce que nous allons corriger ça? C'est assez simple. Donc contrairement à ce que certains pourraient croire, il ne suffit pas de monter dedans et de mettre à 5. Parce que là, en fait, tout ce qui se passe, c'est juste que le temps d'exécution, il augmente, mais que notre courbe, elle se joue toujours que sur 1 seconde. Donc vous allez laisser ça à 1 seconde. Et dans l'event graph, on va faire appel au begin play. Donc vous faites un clic droit, begin play. Et vous allez tirer le lerp timeline. Vous allez faire un set play rate. Et donc là, ça va, cette fonction-là va définir le temps, la vitesse de lecture de la timeline. Donc, si je mets à 1, ça va durer le temps que nous avons défini. Si je mets à 2, ça va aller 2 fois plus vite, et ainsi de suite. Donc le calcul, il est assez simple. Je vais créer une nouvelle variable de type float que je vais appeler loop duration. Admettons que je veux que l'animation dure 5 secondes en tout. Donc on va du mesh A au mesh B et on retourne au mesh A. Je veux qu'il se passe exactement 5 secondes. Comment est-ce que nous pouvons transformer ça facilement ici? Vous allez tirer de là un divisé, float sur float, et vous allez mettre le loop duration ici, et vous allez faire un 1 sur le loop duration. Donc je compile, je sauvegarde, et je peux retourner dans le jeu
et le tout fonctionne correctement. Donc étant donné que nous avons défini les variables mesh A et mesh B directement dans le namespace user, vous pouvez changer directement les meshes que vous voulez utiliser en cliquant sur l'acteur dans le level. Donc si je choisis le component Niagara ici, je peux définir par exemple la sphère et le cylindre comme mesh que je vais utiliser. Et donc là, si je lance le jeu, on peut voir que les meshes ont été changés. Donc si ce tuto vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à coucher sur la cloche, ça fait toujours plaisir et ça aide concrètement la chaîne. Et pour ceux d'entre vous qui aimeraient en apprendre plus sur le Niagara, je vous invite à regarder la playlist affichée en haut à droite, car dans cette série de vidéos, je vous explique pas à pas comment fonctionne Niagara, afin de mieux comprendre la philosophie qu'a eu Epic Games lorsqu'ils ont créé ce nouvel éditeur de particules. Donc c'était Evans, on se revoit bientôt dans un prochain tuto, allez, ciao!